Alors, qu'est-ce que les électeurs pensent jusqu'à maintenant de cette élection? Est-ce qu'ils se sentent interpellés? Ils en sont où dans leurs intentions de vote? Pour en discuter, je retrouve Christian Bourque, qui est vice-président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Si on se reporte d'abord avant le déclenchement de la campagne électorale, le 11 septembre, à peu près tous les sondages montraient que la course était extrêmement serrée entre les libéraux et les conservateurs. Est-ce que c'est toujours aussi serré après 2 semaines de campagne, à la lumière de ce que vous observez? Jusqu'à maintenant, il y a très peu de changements dans les intentions de vote, peu importe le sondage qu'on va regarder. En fait, le grand changement s'est fait au printemps dernier, lors de l'affaire SNC-Lavalin, Wilson-Raybould. Là, il y a eu un changement de cap, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, les libéraux étaient largement en avance dans l'ensemble des sondages. Et tout d'un coup, avec cette crise-là, apparaissent les conservateurs qui prennent les devants dans les intentions de vote. Depuis la rentrée, si on veut, là, en septembre, ben, les libéraux se sont replacés, si on veut, à égalité statistique avec les conservateurs au niveau de l'ensemble canadien. Mais ce que cette égalité-là cache un peu, c'est dans le fond une avance des libéraux dans les provinces atlantiques, au Québec, en Ontario, et aussi une égalité statistique en Colombie-Britannique. Ce qui fait que cette égalité-là est à l'avantage du Parti libéral jusqu'à maintenant. Mais là, reste à voir, là, il y a encore tellement de temps dans la campagne. Oui, on va revenir dans un instant sur les champs de bataille, mais même la grosse histoire de la campagne jusqu'à maintenant, évidemment, la controverse qui a entouré les photos, la vidéo de Justin Trudeau, le visage noirci, ce qu'on a appelé le brown face. Il y a quelques sondages qui ont été publiés depuis cette controverse-là qui tendent à démontrer que l'impact a été quand même assez modeste sur les intentions de vote. Donc, quelle est votre lecture de ça? Parce que vous nous dites que ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2 semaines, même avec cette controverse-là. Quelle est votre compréhension Oui. de ça? D'ailleurs, nous allons publier des chiffres demain aussi qui corroborent un peu ce que des collègues ont dit d'autres firmes jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que l'impact est à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages sur l'ensemble canadien. Ça témoigne de deux choses. Premièrement, ce que ça nous dit, en fait, sur l'électorat, c'est que ça va prendre plus que ça pour les ébranler nécessairement. Et il va falloir que les conservateurs, notamment, ou les opposants à M. Trudeau, soient un peu plus brillants dans la façon dont ils vont exploiter cette crise-là. C'est-à-dire, le blackface ou brownface lui-même est insuffisant. Mais est-ce qu'on ne peut pas tisser une espèce d'histoire autour du manque de jugement, de décisions souvent un peu douteuses de la part du premier ministre pour s'attaquer à ce que les Anglais diraient, à son character, à sa personnalité même, plutôt que cet événement-là en particulier qui, en fait, ne fait pas bouger l'électorat? Sur les champs de bataille, maintenant, on en parlait il y a un instant. Évidemment, ils ont été identifiés dès le début. Ça n'a pas beaucoup changé. Le Québec, l'Ontario, dans une moindre mesure, la Colombie-Britannique et la région de l'Atlantique. Vous le disiez il y a un instant, on va commencer par le Québec. Les libéraux mènent toujours. En fait, le suspense au Québec, ça semble être plus du côté du Parti conservateur et du Bloc québécois qui se battent pour la deuxième place. Le Bloc semble être compétitif au Québec. Qu'est-ce qui explique le succès de la campagne du Bloc jusqu'à maintenant? C'est pas autant le succès de la campagne du Bloc, quoique les gens se disent que M. Blanchet fait un bon travail. Essentiellement, ce que c'est que la baisse du NPD au Québec, assez dramatique, là, ils sont toujours dans les sondages, en tout cas dans les nôtres, sous les 10 ce qui fait que les 15 sièges qu'ils détiennent toujours au Québec sont en jeu. Ils pourraient les perdre, les 15. Donc, la campagne au Québec va se tenir dans ces 15 comtés-là. Il faut se souvenir qu'avant 2011, c'était 15 comtés bloquistes. Donc, le potentiel pour des gens qui se disent, ben, ma bonne vieille habitude de voter bloc auparavant me semble une espèce de valeur refuge qui est assez facile à adopter. Plusieurs vont se dire, ben, pourquoi pas le bloc? Sur l'environnement, les Québécois vont être assez d'accord avec la plateforme du Bloc québécois. Sur les enjeux sociaux, la même chose. C'est un parti qui est un peu de centre-gauche, encore une fois, qui plaît à beaucoup de Québécois. Donc, ça permet à quelqu'un d'aller mettre son vote temporairement chez le Bloc québécois en se disant, c'est un bon endroit pour moi. On parle peu de souveraineté dans cette élection-là. Ce n'est pas à l'avantage du Bloc de le faire d'ailleurs. Donc, pourquoi pas le Bloc? Je pense qu'il n'y a pas d'engouement pour le Bloc québécois, mais encore une fois, il y a une espèce de confort avec ce choix-là, surtout dans les régions au Québec. Donc, ce qui va être important à vérifier pour les différents stratèges, c'est quel est le pourcentage de vote qu'obtient le Bloc chez les francophones de l'ensemble du Québec? Et encore une fois, comment va se jouer l'élection en ciblant les 15 comtés qui appartiennent en ce moment
au NPD. Oui, et justement, si des électeurs qui votaient Bloc avant décident de rentrer au bercail, un peu le phénomène que vous nous parliez il y a un instant, les observateurs pensent que le Bloc est en train de se rapprocher de ce qu'ils appellent la zone payante des 22 à 25 qui pourrait procurer au Bloc une vingtaine de sièges le 21 octobre. Si c'était le cas, quel serait l'impact de ça sur les conservateurs au Québec? En fait, le problème des conservateurs au Québec, c'est que leur vote est beaucoup moins efficace que le Bloc québécois pour transposer ce vote-là en siège. Parce que le vote conservateur est trop concentré, si on le veut, d'un point de vue strictement mathématique, dans la région de la Beauce, Chaudière-Appalaches et de la ville de Québec. Ce qui fait qu'à une égalité statistique avec le Bloc québécois, en termes de sièges, l'avantage appartient au Bloc. Parce que le Bloc va réussir à aller chercher des appuis assez importants dans Estrie, dans la Naudière et dans d'autres endroits stratégiques qui peuvent en fait transformer le même pourcentage de vote en sièges, ce qui n'est peut-être pas un luxe que peut se permettre ou qui est accessible aux conservateurs en ce moment. Pour que les conservateurs gagnent des sièges en nombre au Québec, eux vont devoir dépasser les 25-26 alors que le Bloc, à partir de 23 comme vous le disiez, là, on est en territoire où on peut espérer que certains de ces sièges-là, perdus au NPD en 2011, reviennent à la maison. Juste un mot sur les autres champs de bataille. En Ontario, on le sait, les chefs passent beaucoup de temps. En Colombie-Britannique, Justin Trudeau était là aujourd'hui. En Atlantique également. Vous nous disiez il y a un instant que les libéraux semblent être en avance dans ces différentes régions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça, dans ces champs de bataille-là? Et là, les différents sondeurs vont un peu... certains voient plutôt une égalité statistique en Ontario, ce qui sera l'avantage des conservateurs. Certains, comme les nôtres, voient une avance pour les libéraux, mais une avance qui n'est pas confortable. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il y a le vote NPD s'écroule, pas seulement au Québec, mais aussi en Ontario, là, ça ouvre des opportunités pour les libéraux dans le nord de l'Ontario en particulier, où certains sièges du NPD pourraient être transférés aux libéraux, alors qu'on estime toujours qu'il y a certains sièges libéraux, surtout dans le 905 autour de Toronto, qui, eux, pourraient basculer aux conservateurs. Donc, encore une fois, on est dans une situation où, à ce moment-ci, avec les chiffres que l'on a, si les libéraux obtenaient un statu quo avec la dernière fois, ils seraient très heureux. Mais une égalité statistique en Ontario pourrait, contrairement à ce qu'on verrait ailleurs au Canada, cette égalité-là pourrait vouloir dire des gains de sièges pour les conservateurs. Tout va se jouer dans le fameux 905, de toute la région Brampton, Etobicoke, tout ce qui est au nord de la ville de Toronto, jusque dans la péninsule autour d'Hamilton. C'est là où il y aurait des sièges pourraient basculer d'un à l'autre de façon assez rapide et peut-être surprenante aussi. Alors qu'on le sait, dans le 416 à Toronto et dans le 613 à Ottawa, on prévoit peu de changements au niveau de la carte électorale de ces deux codes régionaux-là, qui sont celui d'Ottawa et de la ville de Toronto. Donc, vraiment, ce que vous dites, c'est loin d'être joué dans ces régions-là. Et vraiment, il reste encore trois semaines et demie de campagne. Et la campagne va compter, là. Ah ben oui. Et dans le sud de la Colombie-Britannique, encore une fois, avec une légère avance pour les conservateurs, tout ce qui est la banlieue là, de Surrey jusqu'à Burnaby et à Richmond, par exemple, les conservateurs pourraient faire des gains là et créer une certaine surprise, alors que la ville de Vancouver semble, encore une fois, être résolument libérale. Donc, peut-être quelques sièges à gauche, à droite pour les conservateurs, mais il faudrait, et c'est ce qu'on ne voit pas dans nos chiffres, on ne voit pas d'engouement pour la campagne conservatrice. Quand on pose la question, et quel serait votre deuxième choix si vous ne votiez pas pour le parti que vous favorisez en ce moment? Et les conservateurs ne sont pas le deuxième choix de personne. Donc, c'est ce qui manque, c'est cet ingrédient-là qui manque jusqu'à ce moment-ci pour voir s'il y aurait une tendance lourde là, qui s'amorce au Canada. Jusqu'à maintenant, l'espèce de coude à coude qu'on observe entre les deux partis semble se confirmer de sondage en sondage, malgré le brown face et d'autres événements de campagne. Donc, 2 semaines après le déclenchement de la campagne, ça demeure encore très serré. Maintenant, sur les intérêts des électeurs, ça fait 2 semaines là, qu'on est en élection. Est-ce que les Canadiens écoutent? Est-ce qu'ils se sentent interpellés par cette élection au moment où on se parle? Ben, est-ce qu'on est satisfait quand on pose la question? Les 2 tiers des Canadiens se disent intéressés par la campagne électorale, ce qui laisse un tiers, beaucoup chez les jeunes électeurs en particulier, qui s'y intéressent beaucoup moins. Le problème avec cette campagne-ci, jusqu'à maintenant, a été plutôt une campagne de personnalité
parfois un peu dur au niveau des attaques personnelles des chefs les uns envers les autres, que ce soit sur l'avortement et M. Scheer, que ce soit les attaques contre la personnalité de M. Trudeau de la part des conservateurs. Donc, une campagne un peu difficile où il n'y a pas un enjeu central. Il n'y a pas cette espèce d'élément déclencheur qui va modifier possiblement l'intention de vote des Canadiens. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs enjeux secondaires, les changements climatiques, surtout au Québec et un peu dans l'Ouest. Et l'autre enjeu qui est en train de démontrer qu'il est peut-être le plus fort en ce moment, c'est celui du coût de la vie, de cette espèce de sentiment qu'avec un salaire très correct, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, que les fins de mois sont difficiles. Au Canada anglais, on l'appelle l'enjeu du affordability. Et c'est ça qui semble dominer la campagne jusqu'à maintenant, à un point tel que si on regarde tout le train de mesures qu'on voit jusqu'à maintenant, essentiellement, on jette de l'argent aux jeunes familles parce qu'on sent que c'est là l'enjeu central qui pourrait être déterminant là, pour l'élection du 21 octobre, parce que c'est là où les gens disent comment se fait-il que dans une économie qui va bien, avec des salaires qui sont en haut de la moyenne, on a de la difficulté à joindre les deux bouts. Bon. Et ça, si un parti réussit à capter cet électorat-là, il aura de bonnes chances le 21 octobre. Justement, ça m'amène à vous parler des promesses parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde depuis 2 semaines. Bon, si on regarde, on a parlé d'environnement et d'aide aux entreprises aujourd'hui, mais quand même, au cours des derniers jours, depuis 2 semaines, les partis ratissent très large. Si on regarde ce qui a été promis, des crédits d'impôt pour les jeunes familles, permettre des hypothèques de 30 ans pour les Canadiens qui veulent s'acheter une maison, réduire les factures de téléphone cellulaire, bannir les pesticides, aider les personnes âgées, les anciens combattants, les personnes qui souffrent de maladies mentales. Est-ce qu'il y a un engagement jusqu'à maintenant qui capte l'attention dans ce qui a été promis par les partis politiques? Selon moi, non. Selon moi, il y en a trop. Ils vont trop dans la même direction, c'est-à-dire tous les partis dépensent. À part M. Bernier, tous les autres disent on va dépenser, on va continuer à faire des déficits. Et moi, ma teinte de gris n'est pas tout à fait le même gris que le gris de mon voisin, qui n'est pas le même que le gris de mon autre voisin. Mais étant donné que tout le monde dépense, il n'y a personne qui est capable d'établir cette espèce de ligne de démarcation entre les bons et les méchants. Avant, on avait au Canada, surtout, on voyait les libéraux comme étant des dépensiers, des big spenders, comme on les disait souvent, et on voyait les conservateurs comme étant ceux qui allaient prendre soin de notre dette, prendre soin du niveau de taxation des Canadiens. Mais là, tout le monde dépense. Mon impression, ce que ça me laisse comme impression, en tout cas, c'est que pour les conservateurs, on fait cette campagne-là un peu à l'encontre de son ADN, de ce qui fait, surtout depuis les 20 dernières années, ce qui est le fondement de ce parti-là, c'est-à-dire d'être prudent au niveau fiscal et de tenter de redonner l'argent aux Canadiens tout en atteignant l'équilibre budgétaire. Mais là, on ne le fait pas durant cette campagne-là. Est-ce que d'avoir des promesses libérales pour les conservateurs, c'est une bonne chose? Les Canadiens nous le diront le 21 octobre. Oui, on a de la difficulté aussi à voir si les électeurs comprennent qui promet quoi finalement, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de promesses, mais ça vient de qui? Parce qu'il y a beaucoup, les observateurs disent beaucoup que les programmes se ressemblent d'un parti à l'autre, donc c'est pas évident pour les électeurs de s'y retrouver dans ça. Vous dites qu'on promet beaucoup pour en remettre dans les poches des Canadiens. L'environnement, ça devait être le thème de cette élection. On disait même que ça allait être un référendum sur le climat. Les partis politiques en parlent cette semaine parce que c'est le sommet sur le climat de l'ONU qui s'est ouvert hier à New York. Il y a aussi la grande marche sur le climat qui va se tenir à Montréal vendredi. Mais est-ce que finalement l'environnement, on en parle parce que c'est un passage obligé, finalement, dans cette élection-là, c'est ce que, comme disent les Américains, c'est the economy stupid. C'est l'économie, c'est l'argent dans les poches des contribuables, des électeurs qui comptent davantage. Oui, et sur l'environnement, c'est un peu une campagne électorale à 2 vitesses. C'est-à-dire, en Colombie-Britannique, au Québec en particulier, c'est un des enjeux qui interpelle le plus les électeurs. En Ontario, dans les prairies, mais certainement en Alberta, le paysage est complètement différent. Donc, c'est difficile d'avoir un seul discours sur la question des changements climatiques pour les partis parce que les gens voient la problématique de façon différente d'est en ouest. La deuxième difficulté, c'est qu'au final, et on est en train de sonder justement sur cet enjeu-là en particulier, quand on demande aux gens si les changements climatiques sont importants, tout le monde va nous dire oui. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'ils vont voter pour le parti A plutôt que le parti B? Pas vraiment. En fait, ce qui est au cœur de leur préoccupation, ça revient essentiellement, comme vous le mentionnez, à mon portefeuille, ma famille, mes enfants, mon avenir.
Et c'est là où, encore une fois, tous les partis sont dans les teintes de gris dans cette campagne électorale-ci, ce qui rend un peu plus complexe le choix de l'électeur. Pas vraiment évident de déceler des tendances, en tout cas, à ce stade-ci, à 2 semaines de la campagne. Un mot sur les milléniaux, Christian Bourque, qui font leur entrée en masse dans cette élection. Ils représentent, en fait, le plus important contingent d'électeurs. On dit même qu'ils détiennent la clé de l'élection. Est-ce qu'on est en mesure de savoir s'ils sont intéressés jusqu'à maintenant, s'ils se sentent interpellés par l'élection? Bon, l'enjeu, puis surtout pour la stratégie de la campagne libérale, l'enjeu est là, c'est-à-dire que c'est le groupe d'âge, surtout les plus jeunes parmi eux, là, les 18 à 24 ans qui votent pour la première ou la deuxième fois, notamment le vote sur les campus universitaires. C'est là qu'est la cohorte la plus dangereuse en ce moment pour le gouvernement libéral. Chez les jeunes familles, c'est-à-dire les milléniaux qui sont maintenant dans la trentaine, il faut se souvenir que cette génération-là, définie de façon très large, les premiers milléniaux ont eu 18 ans en l'an 2000, ce qui fait qu'ils sont en fin de trentaine, ils ont des enfants, une hypothèque, 2 voitures, de tous les enjeux dont on parlait tantôt sur le coût de la vie et de joindre les deux bouts. Mais les plus jeunes, en ce moment, sont fascinés par le Parti vert pour des raisons que l'on connaît bien, et en même temps, sont un peu désintéressés de la politique. Et troisièmement, sont ceux qui ont été le plus déçus par le brown face, sont plus sensibles que les autres Canadiens à cette problématique-là, comparativement aux autres électeurs. Et là, il y a un danger. Un, que ces gens-là décident de ne pas aller voter. Et deuxièmement, que les gens n'aient pas voté en masse comme ils l'avaient fait en 2015 pour le Parti libéral. Ça a été un des facteurs clés de la victoire de Justin Trudeau en 2015. Et là, il faut qu'ils trouvent une façon de les motiver à un point tel qu'ils retourneront voter le 21 octobre. Et ça, c'est pas gagné. À ce stade-ci, c'est pas évident que les jeunes vont sortir voter pour Justin Trudeau, qu'ils vont sortir voter tout court. Oui. Les observateurs, les experts et vous, les sondeurs, vous dites souvent qu'il y a 3 moments importants dans une campagne électorale: la journée du déclenchement, les débats télévisés et le dernier week-end avant le vote. On s'achemine justement vers le premier débat télévisé, le face-à-face à TVA, qui va avoir lieu en français, donc le mercredi 2 octobre. Quel impact ça peut avoir sur la campagne? Est-ce que ça va faire en sorte que les électeurs vont s'intéresser davantage? Est-ce qu'on pourrait dire que ça va être vraiment le vrai début peut-être de la campagne électorale? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, ça oblige un certain réveil, là, les débats. Là, tout d'un coup, tout le monde doit s'intéresser à la campagne électorale à partir de ce moment-là. Le fait qu'il y ait 2 débats sur 3 qui se tiennent en français, certainement, il y a là un enjeu important. Un, pour le Bloc québécois, est-ce qu'ils peuvent confirmer le fait que leur campagne va bien jusqu'à maintenant? Et deuxièmement, pour M. Trudeau, est-ce qu'il est capable de convaincre assez de Québécois qu'il y a une menace réelle d'une élection d'un gouvernement conservateur, un peu en faire un référendum sur le retour des conservateurs pour convaincre les Québécois de ne pas justement décider d'aller vers des valeurs refuges comme le Bloc québécois, le NPD ou le Parti vert, mais de bien revenir vers lui, vers le Parti libéral, malgré tout ce qui a pu se passer au cours des dernières semaines. Ça, c'est important. Aux débats anglophones et francophones qui vont suivre par la suite, les débats du consortium, le fait qu'il y ait beaucoup de chefs politiques sur la même tribune, que M. Bernier soit aussi en même temps, là, ça devient quasiment une opportunité pour le premier ministre de dire, dans ce chaos-là, parce que ça va être un peu chaotique, un débat à 6, oui. Est-ce qu'il va être capable de s'en sortir? Parce qu'il est le seul qui est là pour se défendre. Les autres sont là pour attaquer. Mais là, M. Bernier va vouloir attaquer les conservateurs. M. Scheer va vouloir se défendre face à M. Bernier. Les Verts et le NPD vont chamailler. Dans un débat chaotique, à ce moment-là, peut-être que le premier ministre a un avantage réel sur ses principaux opposants. Mais un débat à 6, on n'en a jamais vu au Canada. Et habituellement, dans un débat politique, plus il y a de personnes qui participent au débat, plus le débat devient ennuyant, plus les gens vont avoir tendance à vouloir aller voir s'il y a un match de hockey sur une autre chaîne. Donc, pour capter l'attention des électeurs, le fait qu'il y ait 6 chefs autour de la table des 2 débats du consortium, ça va être une problématique. Et encore une fois, qui va réussir à s'en sortir? Est-ce que M. Bernier pourra faire assez de dommages à M. Scheer? Parce qu'on sait, lui, il va être là pour le spectacle. Et de l'autre côté, est-ce que M. Trudeau, justement, va être capable de sortir par une sortie un peu côté cour ou côté jardin en disant, bien, pendant que les autres se tapent sur les doigts, je m'en sauve? On n'a jamais vu ça, 6 chefs debout sur un podium pour faire un débat politique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, ça va être une première. À la lumière de ce que vous nous dites, ça va peut-être pas évident pour les codes d'écoute non plus pour les stations de télévision. Christian Bourque, vice-président chez Léger, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous le pouls de la population canadienne à ce stade-ci après 2 semaines de campagne électorale. C'est très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bye-bye.